nous sommes au Parc national de Frontenac avec M. Éric Lessard, directeur. Nous sommes au secteur sud, un autre bel endroit pour les randonneurs, pour les sentiers pédestres. Donc, M. Lessard, le Parc national de Frontenac est situé en partie dans deux MRC, la MRC des Appalaches et celle du Granit. Exactement. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu à quoi peuvent s'attendre les randonneurs lorsqu'ils arrivent soit ici dans le secteur sud ou dans le secteur Saint-Daniel? À quoi s'attendent les randonneurs? OK. Bien, en fait, le Parc national de Frontenac fait partie du réseau des parcs nationaux qui est géré par la Société des établissements de plein air du Québec. Fait que si on regarde l'ensemble des parcs, on a un petit peu la caractéristique, nous, à Frontenac, d'être un parc très familial. Donc, les activités qui sont offertes ici sont très accessibles pour la famille, que ce soit au niveau de la randonnée pédestre, le vélo, le camping, les activités nautiques, canot, kayak, tout ça. On a vraiment la particularité d'avoir un parc qui est bien adapté à la famille. Donc ça se traduit aussi au niveau des sentiers de randonnée pédestre. Il n'y a pas ici de sentier de 8 heures de marche qui nous mène au sommet d'une immense montagne, mais on a une belle offre de sentiers de moins longue durée, avec des dénivelés qui sont tout à fait raisonnables pour les familles et les gens qui sont peut-être moins aguerris à la randonnée. Donc, on se positionne beaucoup toujours. En tout cas, on a l'habitude de dire qu'on est un peu un parc d'initiation au plein air, que ce soit randonnée, vélo et tout ça, comme je disais. Et vous m'avez dit que le parc existe depuis 1987. Exactement. Est-ce qu'au fil des années, il y a eu une augmentation des sentiers? Est-ce qu'au début, il y avait autant de belles variétés de sentiers qu'aujourd'hui? Bien, en fait, on a procédé à un peu une révision de notre offre de sentiers. Comme dans plusieurs endroits, des fois, la tentation est d'ouvrir beaucoup de sentiers. Et on se ramasse à un moment donné avec le problème qu'on n'est pas en mesure d'entretenir ces sentiers-là. Donc, on avait ici, il y a quelques années, un peu plus de kilomètres de sentiers qu'on en a présentement. Par contre, il y avait beaucoup de ces kilomètres de sentiers-là qui n'étaient pas utilisés ou très peu utilisés. Et au niveau de l'entretien, à un moment donné, ça devenait problématique d'entretenir tous ces kilomètres de sentiers-là, dont plusieurs étaient sous-utilisés. Donc, il y a quelques années, on a rationalisé un petit peu notre offre. On s'est dit, vaut mieux en avoir un petit peu moins, mais des sentiers de meilleure qualité. Et c'est plus sécuritaire. C'est ça. Fait qu'on a gardé les plus beaux, les plus accessibles, puis là, on est plus en mesure d'assurer un bon entretien de ces sentiers. Donc, des sentiers qui sont sur une surface plane avec un petit gravelier. Oui. Et ceux qui, comme le mont, comment vous l'appelez? Le massif, en fait. Le massif. Oui. Lui, c'est un peu plus nature avec un peu de roches, de racines. C'est ça. Ça va un peu, chaque sentier est un peu catégorisé à savoir, bon, est-ce que c'est un sentier de promenade? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en camping ici à la Baie-Sauvage, on a un beau camping de 109 emplacements. Il y a un petit sentier qu'on appelle la Brise, qui est un petit sentier de promenade pour les campeurs. Donc, les gens ne partiront pas de Québec pour venir faire ce sentier-là, mais si vous êtes en camping ici, faire une petite tasse de café le soir, puis aller boire votre petit café en marchant dans le sentier, c'est ce qu'on appelle un sentier de promenade. Ensuite, on a quand même une majorité de sentiers qui sont des sentiers, je dirais, d'autour de 4 km, plus ou moins 4 km, qui sont des sentiers qui se veulent très familiales et qui vont rejoindre, je dirais, à peu près 80 de notre clientèle. Là-dedans, on a l'érablière ici au secteur sud, on a le sentier de la Tourbière à Saint-Daniel qui est très populaire. Puis la troisième catégorie, c'est les sentiers un petit peu plus relevés pour les randonneurs un peu plus aguerris, où là, on va aller chercher du 4 km et plus, avec des surfaces un peu moins aménagées, donc on est plus dans les roches, un peu les racines, tout ça. Fait qu'on en a un ici, le massif de Winslow, qui fait un peu plus de 10 km de long. Donc, si on a une famille avec de jeunes enfants, une poussette, on peut probablement prendre le sentier de l'Érablière ou la Tourbière. Oui, je dirais la Tourbière est aménagée sur trottoir de bois.
Donc, ça, c'est vraiment un sentier qui est accessible à toute la famille. Il y a une petite boucle de moins de 3 km de mémoire, ou autour de 2 km, qui se fait très, très bien avec une tour d'observation, avec une vue sur la tourbière. Et les gens qui en veulent un peu plus, bien, il y a une deuxième tour qui est un petit peu plus loin. D'accord. Fait que c'est ça. Je dirais que le sentier familial par excellence du parc, c'est vraiment la tourbière. Puis au secteur sud, ici, l'érablière. D'accord. Et vu que c'est un parc national, je pense qu'il faut réserver, si on veut se présenter une journée pour fréquenter un sentier. Il y a une réservation en ligne? Oui, bien en fait, c'est pas nécessaire de réserver à l'avance, mais il y a un droit d'accès dans tous les parcs nationaux du Québec. Donc, il y a un droit d'accès quotidien pour les adultes seulement. C'est gratuit pour les enfants depuis quelques années. Donc, si vous êtes un adulte, vous voulez aller dans un parc national, que ce soit ici à Frontenac ou ailleurs, il y a un droit d'accès quotidien à payer. Donc, vous vous présentez au parc, dans les guérites, les accueils, tout ça, vous pouvez acquitter votre droit d'accès. Ou encore mieux, vous pouvez vous le procurer en ligne sur Internet, sur le site de la CEPAC. À ce moment-là, vous allez avoir votre droit d'accès dans votre téléphone. Et si vous êtes interpellé sur le terrain par un garde-parc... Et est-ce que vous recevez des commentaires des gens depuis quelques années? C'est certain que durant la pandémie, il y a eu beaucoup de fréquentation, mais en général, vous avez une bonne fréquentation et j'imagine de bons commentaires. Oui, bien justement, c'est drôle que vous en parliez. Aux 2 semaines à peu près, notre adjointe ici, Véronique, nous envoie à tous les gestionnaires les résultats d'un sondage en continu qu'on effectue auprès de nos visiteurs. Donc, tous les gens qui viennent en camping, en chalet, tout ça, reçoivent un questionnaire par courriel. C'est bien. Et Véronique nous a envoyé les résultats hier, puis les taux de satisfaction sont très, très, très élevés. Là, on parle de plus de 90 de taux de satisfaction. Et je pense qu'il y a énormément de services sanitaires aussi aux 2 endroits, ce qui fait que les gens apprécient ça. Voulez-vous nous parler de la variété de camping où les gens ont juste à apporter leurs vêtements et leur nourriture? Au niveau du camping, il faut savoir qu'à Frontenac, on a au-dessus de 200 emplacements de camping. Fait que des fois, les gens pensent dans les parcs nationaux que c'est du camping rustique, là, avec des bécosses ou des toilettes sèches, comme on appelle. Mais on a ici du camping aménagé, donc on a des sites avec l'eau, l'électricité, station de vidange. Les gens ont accès à des blocs sanitaires avec douche, toilettes, tout ça. Donc, on a à peu près une centaine d'emplacements au secteur sud, puis une centaine du côté du secteur Saint-Daniel. Donc, tous les types de camping, tentes roulottes, VR, même de toutes dimensions. Et on a aussi un produit très intéressant en camping qui s'appelle le prêt-à-camper. Donc, vous louez un terrain de camping, mais vous n'avez pas besoin d'apporter votre équipement. Vous apportez vos vêtements, votre nourriture, vos affaires personnelles, c'est tout. Vous arrivez sur place et il y a un prêt-à-camper qu'on appelle, donc qui est un genre de tente mini-chalet. Les gens peuvent aller voir sur Internet là, des photos. Et là-dedans, vous avez des lits, matelas, frigo, les poêles, toute la vaisselle est incluse, tous les équipements pour cuisiner, tout ça. C'est frigo inclus. Et compagnie. Exactement. Donc, c'est un bon moyen de s'initier au camping. C'est un très bon moyen de s'initier au camping. Puis on voit de plus en plus, des fois, des gens qui avaient l'habitude d'avoir des gros équipements avec des gros pick-up pour traîner ça. Et là, avec le prix de l'essence et tout, des fois, les gens font les calculs puis ils se disent, est-ce que ça vaut le coup de payer tous ces équipements-là? Pour le même prix à peu près, on peut pendant 10 ans aller faire du camping dans des prêts-à-camper à la CEPAC quand on analyse les coûts de ça. Et justement, vous parliez de la CEPAC. Il y a une vingtaine de parcs nationaux. Oui, un peu plus d'une vingtaine de parcs nationaux. Donc, il y a quand même un choix là, pour les familles. Oui, tout à fait. Puis la CEPAC gère les parcs nationaux, évidemment, mais gère aussi le réseau des réserves fauniques du Québec. Ainsi que des établissements touristiques comme le parc de la Chute-Montmorency près de Québec, l'aquarium, station touristique du Chêné, des endroits comme ça. Et j'aimerais ça qu'on parle des activités autres que la randonnée pédestre. À Saint-Daniel, il y a une plage, il y a des locations de canots, paddleboard, kayak. Ça doit être assez utilisé aussi, hein? Oui, toujours très populaire. Évidemment, le parc est situé sur les bords du Grand Lac Saint-François en grande partie. Donc, dans les 2 secteurs, Saint-Daniel et Sud, on fait effectivement la location d'équipements nautiques, canots, kayak, paddleboard, pédalo. Puis à Saint-Daniel, on a une plage surveillée aussi qui est en opération pendant l'été. Sinon, dans les autres activités, on a du vélo. On a 2 belles pistes cyclables dans chacun des 2 secteurs.
Est-ce que c'est accessible pour tous les types de vélos? Est-ce que quelqu'un peut arriver avec un vélo de montagne, un vélo de route? Est-ce que c'est en terre battue ou en poussière de pierre? Parlez-nous de la... Oui, c'est des sentiers de vélo qui sont sur poussière de pierre. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas arriver ici avec un vélo de route de course, là. Maintenant, ce n'est pas non plus des sentiers de vélo de montagne là, qui sont avec des racines, puis des roches, puis tout ça. C'est de beaux sentiers de peut-être 7-8 pieds de large, en terre battue. Donc, accessible là, à la famille encore là. Comme je disais tantôt, on se veut un parc très familial, donc c'est dans ce sens-là. C'est encore plus intéressant. Donc, une famille qui a de jeunes enfants, 5-6 ans, avec des petits vélos, on peut s'y rendre et c'est sécuritaire. Oui, particulièrement la piste cyclable du côté du secteur Saint-Daniel qui longe le Grand Lac Saint-François, donc il n'y a à peu près pas de dénivelé, c'est sur le plat tout le long. Au secteur sud, ici, c'est une piste qui est un petit peu plus en vallon, on va dire, là. Puis dans la forêt, plus en forêt. Là. Donc, je dirais pour les petites familles, là, le secteur Saint-Daniel est plus intéressant peut-être. Ah, bien, c'est bien. Donc, merci beaucoup, M. Lessard, de nous avoir jasé de tout ce que vous offrez aux gens. Et je vous laisse le mot de la fin pour terminer la rencontre. Oui, bien, ça a été un plaisir de vous accueillir d'abord. Puis, ça sera un plaisir aussi d'accueillir tous les gens qui nous écoutent pour nous visiter ici au parc. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le site Internet, évidemment, cepac.com. Donc, il faut avoir l'information non seulement sur le Parc national de Frontenac, mais aussi sur tous les établissements là, qui sont les autres parcs nationaux ainsi que tous les autres établissements gérés par la CEPAC. Puis peut-être le souhait que j'ai à faire, c'est que les gens de la région, justement, redécouvrent ou découvrent davantage le parc parce qu'on ne se cachera pas que notre clientèle vient beaucoup de Montréal, Québec. Puis des fois, on se dit, les gens de la région peut-être passent à côté de belles occasions de plein air. Là. Alors, on vous invite au parc. Un beau message pour terminer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alexis, tu nous parles aujourd'hui des chaussures pour la randonnée. Explique-nous l'importance des points à connaître pour être confortable lors de nos randonnées. Effectivement, donc aujourd'hui, c'est l'élément le plus important, c'est d'avoir une bonne paire de souliers pour faire de la randonnée. Donc ce qu'on vous conseille en général, c'est d'aller vous adresser dans un magasin avec un conseiller spécialisé qui va pouvoir vous conseiller une chaussure qui va vraiment être adaptée à la morphologie de votre pied. Donc ensuite de ça, on va retrouver 3 types de chaussures qu'on a devant nous aujourd'hui. On va voir le soulier de jogging, on va voir la chaussure de marche et la botte de randonnée. Donc au niveau du soulier de jogging qui est conseillé pour des terrains asphaltés ou de la terre battue, on va retrouver une chaussure souple, légère, avec une semelle qui est complètement absorbante. Ce n'est pas fait vraiment pour un chemin plus rocailleux et on va préconiser ça dans une activité plus courte ou une durée moyenne. Ensuite, au niveau de la chaussure de marche, là on va préconiser ça dans un espace plus accidenté avec des racines, des cailloux. On va appeler ça aussi tige basse, c'est-à-dire que ça ne prend pas la cheville entièrement et on va avoir une semelle beaucoup plus rigide qui va avoir un meilleur maintien sur les différents types de randonnées. Et ensuite, pour une randonnée beaucoup plus longue, on va retrouver la botte de randonnée qui va nous permettre de maintenir notre cheville, d'avoir plus de rigidité et de maintien au niveau de la cheville. Et on va avoir une semelle à la fois absorbante aussi pour être capable d'enchaîner plusieurs kilomètres. Donc voilà les 3 types de chaussures qu'on vous conseille. Bonne randonnée! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.